Elles ont choisi la culture comme expression de vie et comme moyen de combattre les préjugés, l'ignorance et les injustices. À travers la musique, la peinture, le cinéma ou la littérature, elles jettent un regard lucide et courageux sur nos sociétés, qu'elles interpellent sur la condition féminine. 5 portraits de femmes et autant de voix unies contre l'obscurantisme et pour les Lumières. Je suis venue ici rencontrer les gens qui viennent découvrir ce que je sais faire, la manière dont je sais chanter cette spiritualité, et qui est une spiritualité de partage, d'amour. Et je crois que c'est ça qu'il faut que l'on retrouve ensemble. C'est l'une des plus belles voix venues du Maghreb. Depuis un quart de siècle, Houria Aïchi ressuscite le répertoire des chants traditionnels des femmes des Aurès et de son pays d'origine, l'Algérie. Sur les scènes du monde entier, dans une salle de spectacle ou sous la voûte d'une église comme celle de Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg, elle interprète avec la même passion les mélodies profanes ou les chants sacrés. Dans ma famille, il y a une tradition de femmes dépositaires du répertoire chanté, du répertoire féminin chanté. Et donc, j'ai le souvenir d'avoir accompagné ma mère, ma grand-mère aussi, dans des fêtes, dans des mariages, des circoncisions, pour chanter. Quand je chante le sacré, c'est aussi des moments de cette intimité féminine qui s'exprime à travers le chant. Donc pour moi, il n'y a pas de séparation entre le profane et le sacré. Je chante le chant des ancêtres, les chants de la terre, et au fond, je suis une espèce de, comment dire, de synthèse entre la tradition et la modernité par la scène. Rares sont les femmes chefs d'orchestre dans le monde. Zaya Ziwani en fait partie. Plus encore, elle s'est imposée comme l'unique femme d'origine arabe à diriger un orchestre de musique classique occidentale. Cette passion et cet amour, elle entend les partager et surtout les transmettre aux jeunes des quartiers populaires, convaincue que la culture doit être un bien accessible à tous. Bienvenue. Aujourd'hui, on va vous présenter un programme autour du compositeur Schubert, Franz Schubert. Alors Schubert qui est de la période classique. D'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous pourraient me dire, alors vous levez bien le doigt pour répondre aux questions, est-ce que certains d'entre vous connaissent des noms de compositeurs de la période classique? Oui? Alors Beethoven, tu as raison pour une partie, c'est-à-dire qu'il est la fin de la période classique et au début de la période romantique, mais c'est quand même une bonne réponse. Pour moi, c'est important que les jeunes puissent accéder à la culture parce que c'est d'un seul coup, c'est les ouvrir au monde.
Voilà, c'est ce qui la culture, ça traverse le temps, ça a des liens avec toutes les œuvres ont des liens avec différentes cultures, avec d'autres disciplines artistiques, avec l'histoire. Et le fait de se confronter aux œuvres, à la culture, ça leur permet d'être plus curieux, d'être plus ouverts, de pouvoir se forger aussi un esprit critique. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la musique classique, elle s'est plutôt développée en Europe, plutôt dans les grandes salles de concert, plutôt avec des personnes qui avaient cette tradition familiale, donc qui se les transmettaient de génération en génération, donc plutôt des gens assez aisés. Et maintenant, voilà, il y a la mondialisation à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on s'approprie les patrimoines de toutes les cultures, on a l'occasion de tout découvrir. Et donc, c'est vrai que c'est important à un moment donné que une musique classique, la musique classique, on puisse la faire découvrir à tous les enfants. Après, certains aimeront, d'autres aimeront un peu moins, mais on ne peut pas se permettre de choisir à leur place de ce qu'ils doivent pouvoir découvrir ou pas. Oui. À quel âge avez-vous commencé à être chef d'orchestre? Alors, à quel âge j'ai commencé à être chef d'orchestre? Alors, j'ai commencé à être chef d'orchestre quand j'avais 17 ans. Voilà. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai eu envie de faire ce métier de chef d'orchestre, parce que moi j'aime justement le partage, j'aime ces moments de rencontre et j'aime cette transmission. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où mes parents ont été présents pour justement me faire découvrir la musique, me faire découvrir les arts, d'être soucieux de mon éducation, de mon instruction. Et aussi, c'est tout ce qui fait que je suis moi, Zaya. Je suis une femme, que pour l'instant je suis jeune, que justement je me nourris de cette double culture. C'est toute mon histoire aussi familiale qui m'a construit, qui m'a amené justement à fédérer, à faire se rencontrer tous ces univers-là. Et c'est aussi pour ça que moi maintenant, dans mes programmes musicaux, j'ai pas simplement envie de faire de la musique classique simplement avec un axe très traditionnel, même si parfois c'est important de le faire et de montrer que la musique classique, oui, ce sont les œuvres de Schubert, comme je le fais aujourd'hui à Tremblay en France, ou de Brahms, mais il y a aussi beaucoup d'œuvres artistiques où les compositeurs se sont inspirés d'une autre culture que la leur, ils sont inspirés d'une autre œuvre artistique, sont inspirés de l'histoire. Et pour moi, c'est important de montrer que la musique, la culture, elle est ouverte sur le monde. Khadija El Salami est l'exemple même du destin d'une femme confrontée au conservatisme d'une société figée dans ses traditions moyenâgeuses. Mariée à 11 ans, divorcée à 12, elle se battra pour aller à l'école, s'affranchir de la domination masculine et apprendre le métier de cinéaste, grâce auquel elle luttera pour briser la chape de plomb de la tradition. Lorsqu'on commence le combat en tant qu'enfant, ce combat grandit avec soi-même et devient un ami très védal que nous ne quitte jamais. Donc, quelquefois, c'est très risqué. Je croyais que quand je serais aux États-Unis, je ne serais jamais retournée au Yémen. Déjà, j'ai découvert qu'est-ce que c'est la liberté, comment on peut s'en sortir, comment on peut être un être humain, pas une femme, mais un être humain, comment on peut être respecté. J'ai rencontré plein de gens, des religions, des techniques différentes et chacun respecte les autres. J'étais vraiment fascinée par cette coopération entre les gens et ce respect entre les gens. Et cette diversité, et cette richesse, je peux dire, c'était une richesse culturelle. Et je détestais mon pays, je détestais ma famille. Mais le fait que j'ai vécu aux États-Unis, ça me fait réfléchir. Je dis, ces gens-là, pourquoi ils font des choses pareilles? Et est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce qu'ils sont monstres? Et finalement, j'ai découvert que ce n'est pas leur faute, c'est vraiment l'ignorance, la tradition avec laquelle on était grandir, avec certaines valeurs très strictes et traditions, qu'on l'attribue aussi à la religion, ça n'a rien à voir avec. C'est des traditions très ancestrales, très tribales. Et je disais, au lieu que je reste ici, c'est vrai, je sauvais ma vie, mais j'ai envie de faire quelque chose pour les autres filles, mes sœurs aussi, mes petites sœurs.
et ils sont là. J'étais le mauvais exemple parce qu'il faut que je le montre que je ne suis pas le mauvais exemple. Donc, je retournais au Yémen et j'ai commencé mon combat par faire des films et aborder des sujets qui sont très, très sensibles et qui gênent tout le monde. Sana, il y a 35 ans, n'avait pas encore revêtu ses rues, ses avenues et ses petites places de parures de pierre et d'asphalte. Et j'aimais cette ville, c'était celle de ma jeunesse. Mais quelque chose de plus triste est apparu dans la vie quotidienne des habitants de cette ville. C'est la disparition petit à petit des couleurs chatoyantes, des robes et voiles des filles et des femmes de cette ville. Depuis une quinzaine d'années, je vois défiler ces fantômes noirs, glisser puis disparaître au gré des sinuosités des rues de la ville. Mais d'où vient cette tradition de porter le voile? Le voile est apparu dans l'Empire byzantin dès le 1er siècle, quand les femmes de la haute société portaient le voile. Ce voile n'est donc pas une création de l'islam, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est une création de la société civile. Quand je fais des films sur les femmes prisonnières, il y a une femme en particulier qui était condamnée à mort. Donc, je montrais certains amis, ils ont dit « Comment vous pouvez montrer des choses pareilles ?» Tu auras des réactions très violentes et il ne fallait pas, les sociétés ne sont pas encore prêtes pour des choses pareilles. Il ne faut jamais montrer des films pareils. Et j'étais choquée. Pas seulement ça, parce que je voulais les présenter au début dans la grande ville, mais au lieu qu'ils le regardent, ils ont envoyé à la sécurité nationale. Donc la sécurité nationale m'a empêchée de le montrer. Ils ont refusé que je le montre au centre culturel. J'ai loué un projecteur et je n'ai pas commencé à Sanaa, j'ai commencé dans les villages, dans les régions rurales pour montrer. On a loué, on a amené, on a invité les femmes et des hommes et il y avait des hommes et des femmes qui sont venus, malgré il y a certaines femmes qui sont voilées. Elles étaient tellement libres de discuter leurs problèmes. Et ça, vraiment, ça m'a plu et ça m'a encouragée encore plus. Et je suis allée d'une ville à l'autre et finalement, j'ai laissé Sanaa, la capitale, le dernier jour. Après, j'ai pris mon avion la même nuit. Mais après, c'était trop tard de m'arrêter. Et finalement, le film était passé sur une chaîne arabe sur la satellite et tous les Yéménites ont regardé. En effet, l'impact de ces films est tel que Khadija réussit à infléchir les lois de son pays et à libérer des femmes injustement condamnées à mort, comme Amina. Et c'était le premier point, je peux dire. Et grâce à moi, les autres journalistes ont commencé à parler de sujets très sensibles et très tabous dans la société. Le combat, c'est vrai, à travers le cinéma, mais je crois que la vraie clé de la l'émancipation de la femme et aussi de la succès, c'est l'éducation. Le changement vient de la femme. Si elle a envie de changer, de s'en sortir des misères, de cet obscurantisme, c'est à elle-même. Il faut lutter, il faut s'en sortir. Parce que si elle ne vient pas d'elle-même, elle vient de nulle part. Parce que nos hommes ferment tout. Si nous, on change nos hommes à travers nos enfants, à travers nos maris, à travers nos frères, si nous... Moi, je peux dire... et c'est pourquoi j'ai l'espoir. Parce que moi, qui viens d'une famille modeste, elle n'est pas éduquée. Ma mère n'a jamais allé à l'école. Une famille très conservative. Une société aussi fermée. Et j'ai réussi à s'en sortir. On peut tous sortir. Donc, c'est à la femme, je crois, qui doit s'en sortir. C'est elle qui doit lutter. J'étais le mauvais exemple, mais j'ai devenu le meilleur exemple. Et toutes les filles maintenant dans ma famille, elles doivent terminer leurs études universitaires. Elles doivent faire quelque chose. Avant, ce n'était pas le cas. Et j'ai sauvé mes sœurs et mes nièces, tous, veulent être comme leur tante. Donc,
c'est à nous qui doit changer les choses. Elle est jeune et elle est promise à une belle carrière artistique. Son regard est original, ses performances inédites et souvent inspirées par les polars en noir et blanc. La dernière œuvre de Hakima El Djoudi revient sur l'histoire coloniale de la France, pour la restituer d'un point de vue authentiquement féminin. Aujourd'hui, je travaille sur beaucoup de visages féminins et masculins issus des colonies françaises. J'ai choisi de prendre des personnes que je ne connais pas, que personne ne connaît d'ailleurs, mais qui ont été photographiées, là j'en ai quelques-uns, qui ont été photographiées pour faire des cartes postales. C'est ce genre de choses-là. Et cette femme-là, qui est très belle, mais qui est en pose totale, c'est pas elle. Et la beauté, ou peut-être pas l'élégance, parce que c'est peut-être pas le bon terme, mais tout ce qu'elle dégage, c'est lié au regardeur. Et le regardeur, à ce moment-là, c'est une photo qui date à peu près de 1917, donc on est vraiment dans le développement des colonies, veut vendre un visage, veut vendre une imagerie. Aujourd'hui, l'imagerie, on n'en est pas... Enfin, je pense qu'on n'en est toujours pas dégagé. On n'arrive pas à se dégager de ça. Et j'ai envie de dire, je ne comprends pas pourquoi. Quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était autour de la guerre, j'ai rencontré des spahis lors du défilé du 14 juillet. Et là, il y a quelque chose qui est, bien sûr, qui a percuté. Je me suis dit, tiens, c'est vers là que je dois aller pour commencer à me nourrir. Ou peut-être à faire une soupe. On dit souvent que les bonnes soupes, c'est les bons légumes. Mais là, j'avais quelque chose de bon pour justement réaliser quelque chose qui traversait la Méditerranée. Alors en ce moment, j'expose des œuvres récentes en Corse, au FRAC Corse, à Corté. L'expo s'appelle L'Armée des Ombres. Et le titre, j'ai un peu chippé à Jean-Pierre Melville par rapport à sa position de résistant. Et l'armée des ombres, dans le langage de la guerre, c'est la résistance. Et dans cette expo, on peut y voir une petite armée, qui est une installation à base de billets de banque que je plie en forme de chemise et que j'installe en défilé militaire. Là-bas, c'est des billets chinois et des billets blancs. Il y a tout un parcours à faire. Il y a des spahis, des peintures que je réalise à base de photographies historiques de spahis, qui sont un corps d'armée colonial qui a regroupé le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, que j'ai repeint en icône, avec de la peinture or. Je suis assez touchée par cette peinture-là, comme si ce n'était pas moi qui l'avais faite, c'est très étrange. Comme si toutes ces œuvres étaient toutes réunies sous le titre de l'Armée des Ombres. Il y a vraiment quelque chose de fort, je trouve. Je pense que la parole a un vrai impact, oui. Un vrai impact dans le monde arabe. Il y a des choses qui sont en train de changer. Après, les choses, elles arrivent lentement, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va de plus en plus vite, et tant mieux. Tant mieux. Et c'est étrange parce que je ne connais pas tous les pays arabes, mais dans ceux dans lesquels j'ai pu me rendre, on voit des choses évoluer très vite. Mais quand je passe de l'autre côté, il y a comme une forme de caricature qui nous dit que finalement, ça ne va pas plus vite. Un autre regard. Et là, il faudrait dire, mais allez voir. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et plus du côté traditionnel, justement. Comme s'il y avait deux sociétés en une. La société... Là, j'ai plus parlé de l'Algérie. Une société qui est à la fois traditionnelle et qui revendique cette forme de tradition un peu... une forme de... On n'est pas comme ça, mais on est aussi comme ça.
Donc là, ça, c'est ce que j'appelle la tradition. Et il y a aussi la société, on est quand même en 2017. Donc il y a une forme de, pas de schizophrénie, mais il y a deux vitesses. En effet, il y a de plus en plus de femmes voilées, mais de plus en plus de femmes qui vont à l'école. De plus en plus de femmes font des enfants, mais de plus en plus de femmes refusent de se marier. Je ne sais pas laquelle va gagner, mais j'espère que ce sera celle que je désire. C'est la littérature, et plus particulièrement la poésie qu'a choisi Maram El-Masri. Partie de sa ville natale de Latakia en Syrie, elle est actuellement installée à Paris, où elle publie en arabe et en français. Reflet d'une vie tourmentée, la poésie est devenue pour elle un moyen de supporter les affres de l'exil, de redonner voix et résonance à l'amour contre la séparation, la violence et la guerre qui ravage son pays. Alors, j'étais amoureuse d'un garçon et lui, il était un peu donjon. Alors, il avait beaucoup de filles autour de lui, il a beaucoup de sollicitations. Alors, pour lui faire attirer son attention, je commençais à écrire des poèmes, à écrire des lettres d'amour, lui envoyer chaque jour, lui il m'envoie aussi. Et pourtant que mon frère était poète et ses amis, c'était tous des poètes et journalistes. Et ils ont lu les poèmes que j'ai écrits et puis ils ont trouvé ça quelque chose de très spécial, très renouvelateur de la poésie arabe qui était trop chargée d'émotions, trop chargée d'images, de vocabulaire. Mes poèmes étaient simples, ils étaient courts, alors ils m'ont encouragé beaucoup. Et pourtant, ce n'est pas pour ça que j'ai essayé de publier un livre. C'est comme je suis partie en France. Mon frère, c'était un cadeau d'absence. Il a pris toutes les lettres que j'avais, tous les poèmes que j'ai quelquefois, le revue syrienne le publiait. Et il a fait sortir un livre qui s'appelle « Je te menace une colombe blanche ». Je suis venue à toi, sans me parfumer, sans me paraire de bijoux. Je suis venue à toi, tel que je suis réellement, tableau, sans cadre, sans fausseté. Je suis venue à toi, une habitante de la terre. Quand je suis revenue à écrire la poésie, c'était comme quelque chose, mais vraiment qui essaie de sortir de mon corps, comme une porte qui s'ouvre de l'intérieur à l'extérieur, pas de l'extérieur à l'intérieur. Tout va sortir et c'était redécouvrir la langue, redécouvrir le vocabulaire arabe, parce que j'ai commencé à écrire en arabe. Et j'ai écrit Cerise rouge sur un carrelage blanc, qui a eu le prix Adonis pour la meilleure création arabe pour l'année 97, donné par le Forum culturel libanais. Et puis voilà, la poésie, elle prend de la place. Il est devenu une sorte d'obsession, quelque part. Et pourquoi je n'ai pas écrit de romans? Mais mes poèmes, mes livres, ils sont de romans, de poèmes. Parce que les poèmes, ils sont liés l'un à l'autre avec un fil invisible, mais assez dramatique, et qui chaque poème donne la force à l'autre poème. Raconte-moi une histoire, demanda l'enfant né dans une prison syrienne et dont la mère a été violée. Le visiteur dit: il était une fois un petit garçon qui vivait avec sa maman dans une maison dotée d'une fenêtre qui donnait sur une rue tranquille. L'enfant l'interrompt. C'est quoi une fenêtre? C'est une petite ouverture creusée dans le mur qui laisse entrer le soleil et sur laquelle se posent parfois les oiseaux. L'enfant l'interrompt à nouveau. C'est quoi les oiseaux? Alors le visiteur prit un crayon et dessina sur le mur une fenêtre et un enfant muni de 2 ailes.
Je voudrais vraiment dire que il n'y a que la littérature, il n'y a que la poésie, qu'il n'y a que l'art, qu'il n'y a que la musique qui peut vraiment venir à transcender toute cette destruction, de retourner en beauté et retourner en bonté aussi. Sans ça, je pense qu'il n'y aura pas d'espoir. La femme donne la vie. Quand elle crée, elle nous offre un regard lucide sur le présent et nourrit notre foi en l'avenir. Je pense que le monde aurait tout à gagner si justement les femmes avaient une place plus importante. Moi, à ma mesure, par exemple, avec l'Orchestre Symphonique Divertimento que j'ai créé, l'académie qu'on a créée, on essaie de faire en sorte que les femmes aient une place importante, pas juste pour dire oui, les femmes, elles sont les meilleures et elles doivent être majoritaires, simplement parce que notre monde a besoin de cette mixité, de cette diversité, et que l'Orchestre Symphonique Divertimento, ce projet que j'ai construit et que je conduis, il en est beaucoup plus fort parce que justement, il y a une présence forte des femmes, mais une présence forte des femmes qui s'associe aussi avec toutes les qualités des hommes. Et c'est ça que je trouve beaucoup beau dans l'art, c'est d'avoir justement c'est pas des confrontations, c'est des regards différents, des points de vue différents et aussi des énergies qui se rejoignent. Moi, j'ai toujours pensé que ça viendrait de la femme et que ça vient de la femme. La femme élève les enfants, donc lui transmet des choses. Même avec un espace ou un monde patriarcal, la femme donne beaucoup de choses à ses enfants. Et je pense que l'art ou la culture peut faire qu'avancer les choses. Moi, j'espère vraiment. À travers l'art, à travers la musique, à travers la peinture, les films, on peut envoyer un message, on peut sensibiliser les gens, on peut aussi éveiller la conscience des gens. Et pas seulement la conscience, mais aussi éveiller l'amour. Chaque personne et cet amour pour tout et le respect envers l'un et les autres.